Depuis plus d'un siècle, la science-fiction nous prédit champs de force et rayons de la mort. Mais la réalité n'est peut-être pas loin de rattraper la fiction. Ça n'envoie pas de fil ou de fléchette, ça envoie juste un éclair. Il s'agit des armes à énergie dirigée, et elles sont déjà capables d'immobiliser et de tuer. Le rayon laser, qui atteint la vitesse de la lumière, est 300 000 fois plus rapide qu'une balle. Mais une balle est uniquement conçue pour tuer, alors que les armes à énergie dirigée laissent le choix. Dans quelques instants, je me trouverai devant les lasers haute énergie les plus meurtriers, capables d'éliminer un missile en plein vol. Leur version non mortelle pourrait bientôt remplacer les pistolets hypodermiques et les gaz lacrymogènes qui ne fonctionnent que de près. Cette technologie pourrait révolutionner le travail des forces de l'ordre. Dans le cas d'une prise d'otage, la plus grande peur du policier est d'abattre la mauvaise personne. Et sous pression, il est facile de perdre le contrôle de la situation. Pour me rendre compte si une arme à énergie dirigée pourrait faire la différence lors d'une prise d'otage, je suis allé rejoindre les hommes du SWAT, une unité d'élite d'Anderson dans l'Indiana, alors qu'ils partaient pour un exercice d'entraînement. On garde la tête baissée et on se concentre. Allez. Pour 278. 278-40, j'écoute. On a une prise d'otage dans un immeuble du centre-ville. Les suspects sont 2 hommes blancs. Pour le premier exercice, les hommes sont équipés des armes auxquelles je suis habitué. Des pistolets standards et des fusils d'assaut. Quand nous arrivons sur le lieu de l'exercice, le commissaire Mike Reed nous informe de la situation. Bon alors, la prise d'otage a lieu dans l'aile sud de l'immeuble. 2 hommes retiennent une jeune femme en otage. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pistolet et peut-être une arme à longue portée. La mission a de quoi décourager. L'immeuble est énorme, plus de 23 000 mètres carrés, et des dizaines de pièces, de longs couloirs et des centaines de portes et de sorties possibles. L'otage est peut-être déjà blessé. Nous n'avons pas le temps d'attendre les renforts, et avec notre effectif très limité, nous allons devoir sécuriser un périmètre très vaste. Chaque porte, chaque couloir représente un risque, et tous les hommes présents sont réquisitionnés. Alors, comment on va procéder ? Là, on est devant une très grande pièce qu'il faut sécuriser. J'ai posté 2 agents en couverture. Un pour surveiller le couloir et le deuxième pour surveiller les 2 portes par lesquelles les suspects pourraient sortir. Pour le deuxième, c'est assez risqué. Un des hommes se retrouve donc avec la tâche délicate de surveiller 2 portes à la fois, ce qui pourrait déboucher sur une erreur fatale. L'agent hésite un instant, ce qui permet à l'un des suspects de s'échapper par l'une des portes du fond. Dans la confusion, il essaie de viser le deuxième suspect, mais son premier tir blesse l'otage. L'exercice est un désastre. Alors John, où est-ce que ça a pêché? L'immeuble est très grand et ce n'est pas évident de sécuriser un périmètre aussi vaste quand on est tout seul. Il devait se concentrer sur 2 zones à la fois et c'est ce qui a posé un problème. L'otage a reçu une balle et l'un des kidnappeurs s'est enfui. Le bilan est mauvais. Voilà le genre de problème auquel les petites brigades sont confrontées lorsqu'elles doivent sécuriser une zone aussi vaste. Et c'est là que les armes à énergie dirigée pourraient faire la différence. Dans un instant, je découvrirai le canon à son, plus bruyant encore que le moteur d'un avion. Là, c'est vraiment super fort. Et il est déjà utilisé en Irak. C'est comme si je tirais une balle à chaque fois que j'augmente le son.
Dans le centre-ville d'Anderson, l'inventeur non conformiste Pete Bittard travaille au perfectionnement de la dernière génération des armes du futur. En ce moment, on travaille entre autres sur notre série de perturbateurs photoniques. Il travaille sur 2 systèmes visant à immobiliser les criminels. Le premier dispositif est un laser assez puissant pour paralyser toute personne qui s'en approcherait. Ces lasers sont conçus pour distraire et désorienter temporairement la personne et l'empêcher de se concentrer sur sa cible. Vous pouvez faire une démonstration sur moi? Dans ce cas, vous allez reculer un peu pour être sûr de ne prendre aucun risque. Vous êtes prêts? Oui. Il y a vraiment un moment où je ne vois plus rien, comme avec un flash d'appareil photo. Oui, c'est censé vous laisser une image rémanente. C'est tout à fait ça. Je vois encore un gros point vert à la place de votre visage. Mais Et ce genre de technologie pourrait faire toute la différence dans la guerre contre le terrorisme. par exemple, il est actuellement utilisé dans les postes de contrôle en zone de combat pour arrêter les véhicules. Il arrive fréquemment que des rebelles irakiens forcent des barrages en tuant de nombreux soldats de la coalition. Mais ces petits lasers ultra puissants peuvent voiler la vue du conducteur. Et en l'aveuglant temporairement, le véhicule est forcé de s'arrêter. Je viens seulement de me remettre complètement de ce laser dans mes yeux. Oui, c'est ça l'idée. C'est cette incapacité momentanée, temporaire, à vous concentrer sur votre cible. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le XLR, notre fusil laser extrême. C'est la version sophistiquée de notre perturbateur photonique le plus puissant, le PDG 300. Il est doté d'un laser très puissant et très vif. Il est à peu près 3 fois plus puissant qu'un laser standard. L'autre caractéristique de cette arme, c'est son laser brûlant, comme vous le voyez. Oh, ça alors! Regardez-moi ça! Ça passe à travers, regardez. En plus, c'est une arme électrique portable. C'est pratiquement invisible. Je ne vois même pas le laser. Oui, c'est complètement invisible. C'est une arme qui permet de passer à travers une porte et d'aveugler toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce. C'est un principe innovant. C'est là-dessus qu'on veut continuer à travailler. Mais la deuxième arme du futur conçue par Pete Bittard est encore plus étonnante. Je suis curieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un stun strike. C'est un genre de pistolet hypodermique sans fil. Ça n'envoie pas de fil ou de fléchette, ça envoie juste un éclair. J'ai du mal à vous croire. Ça m'a vraiment l'air d'une simple mallette. Ça ressemble à une mallette de l'extérieur, pour rester discret. Mais à l'intérieur, il y a une grosse puissance de feu. Ça ne plaisante pas. Cette charge électrique statique délivre plus de 200 000 volts. Bien plus qu'il n'en faut pour faire tomber un homme. Si l'éclair vous touche, vous vous retrouverez paralysé. Mais en général, on ne s'aventure pas plus près parce que c'est intimidant et que l'éclair fait peur. C'est exactement ça, on se sent intimidé. Quand il s'est déclenché, je n'ai pensé qu'à une chose, savoir si j'étais à l'abri. Pendant un certain laps de temps, je n'ai pensé qu'à ma sécurité. C'est vraiment impressionnant. On dirait un gadget sorti tout droit de Star Wars. Comment cette nouvelle génération d'armes peut-elle être utilisée sur le terrain? Retournons à l'exercice de la prise d'otage. Mais cette fois, John et son équipe du SWAT disposent du Stun Strike et d'armes laser. L'agent positionne judicieusement un Stun Strike près de l'une des portes qu'il doit surveiller, ce qui lui permet de se concentrer sur l'autre porte. De plus, son arme est maintenant équipée d'un léger laser éblouissant. Le Stun Strike envoie un éclair sur le premier suspect à l'instant où il passe la porte. Au même moment, l'agent tire au laser sur le deuxième suspect qui détient l'otage. Ces deux dispositifs font gagner à l'équipe du SWAT de précieuses secondes et leur permettent de prendre le contrôle de la situation sans causer de victimes. Pourquoi ça a marché cette fois? Ça a beaucoup mieux marché cette fois parce que l'agent qui surveillait les 2 portes avait une chose de moins à faire. Il n'avait plus qu'une porte à surveiller. Et c'est l'appareil qui surveillait la deuxième porte. À terre! À terre! À terre! À terre! Vous imaginez les forces de l'ordre travailler avec ce type de technologie dans le futur? Oui, ça permettrait aux agents d'avoir moins d'endroits à surveiller et ça diminuerait le stress. Mais les armes à énergie dirigée ne se limitent pas seulement au laser ou aux éclairs. Il existe une autre forme d'onde invisible qui peut constituer une arme puissante et efficace. Je veux parler du son.
Pendant la première guerre du Golfe, l'armée américaine déployait des équipes d'opération psychologiques dans des véhicules dotés de haut-parleurs. Ils servaient à transmettre des messages de propagande, des invitations à se rendre et des chansons de heavy metal occidental pour tromper et désorienter l'ennemi. Ils diffusaient même des bruits de véhicules blindés et d'hélicoptères pour faire croire à des bataillons fantômes. C'est donc la preuve que l'armée considérait les ondes sonores comme une stratégie solide. Mais pour créer ces effets, il faut disposer d'énormes haut-parleurs et de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner les amplificateurs. Mais les amplis standards n'ont pratiquement pas évolué depuis un siècle. Et pour une arme acoustique efficace, il nous faut quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Un inventeur brillant a fabriqué ce que tout le monde pensait impossible. Il a conçu le tout premier haut-parleur directionnel de guerre. La première fois que j'ai vu une télé, j'étais à la fac. Avant, je ne connaissais que le son. Depuis plus de 30 ans, Woody Norris passe son temps à inventer et faire breveter des centaines d'idées brillantes. J'adore les tourne-disques. Mon père en avait un vieux sur lequel on écoutait des disques qui faisaient parfois plus d'1 centimètre d'épaisseur. Et après, on est passé au 78, et puis au 33 et au 45 tours. Mais j'ai toujours été passionné par le son et j'ai toujours remarqué que chez les gens qui aimaient la musique en général, le haut-parleur était le maillon faible. Quand j'étais petit, je passais le plus clair de mon temps à jouer avec des choses qui faisaient de la musique. Je me souviens d'ailleurs qu'une année pour Noël, on a eu notre première radio à tube. Ce n'était pas pour moi, c'était pour toute la famille. Mais avant la fin de la journée, elle ne marchait déjà plus parce que je l'avais entièrement démontée. Ma première invention, je l'ai plus faite pour rire qu'autre chose. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, ce n'est peut-être pas idiot, ça pourrait marcher. La découverte capitale de Woody, c'est que si les ondes sonores peuvent être aussi ciblées que les rayons de lumière, on débouche sur d'innombrables possibilités. Si quand on allume une ampoule, la lumière se propageait partout, comme la toute première ampoule d'Edison, ça servira à quoi? D'accord, ça nous éclaire dans le noir, mais par exemple, les films n'existeraient pas, parce qu'il faut pouvoir projeter la lumière, la diriger et éclairer tel ou tel endroit. C'est ça, contrôler et projeter la lumière. Du coup, je me suis dit, il doit y avoir un moyen de faire ça avec le son. En quoi votre appareil est-il différent d'un haut-parleur normal? Regardez, j'ai là un haut-parleur standard qui doit faire la même taille que ceux des enceintes de nos salons. J'ai une pile de 9 volts que je vais positionner sur les bornes et regardez ce qui se passe. Si je fais ça, je peux me tourner dans n'importe quelle direction. Je l'entends. Vous l'entendez. Le son hypersonique, ça n'a rien à voir. C'est la première fois que l'on propose une autre façon de propager le son depuis l'invention du haut-parleur il y a plus de 80 ans. Ça fonctionne comme un projecteur, ou plutôt comme un rayon laser. Un haut-parleur standard répand des ondes sonores de toutes parts qui se propagent à la manière des ondulations dans une mare. Pour l'auditeur, le volume sonore diminue très rapidement avec la distance. L'invention de Woody est différente. Elle fonctionne avec des ultrasons directionnels à des fréquences beaucoup plus élevées que pour transmettre un volume standard. Les ultrasons se déplacent sous la forme d'un rayon condensé de façon à ce que le volume ne diminue pas, même sur de longues distances. Il est au maximum là. Vous l'entendez? Je n'entends rien du tout. Maintenant, écoutez. Ça se réverbère sur la caméra là? Oui, on écoute la réflexion là. Je peux aussi faire réverbérer le son sur les vêtements d'une personne. Je n'entends rien. J'aurais juré que ça venait de là-bas. Ça vient de là-bas. Le mur sert de haut-parleur. Maintenant, imaginez que vous avez un casque sur les oreilles. Ça ferait ça. C'est vrai, c'est vraiment dans mon oreille. Maintenant, tournez-vous vers moi. Là, je l'entends des deux côtés. Oui, parce que je vise le milieu de votre visage. C'est incroyable ce que vous avez inventé là. Oui, mais vous savez, le vrai travail, c'est la première année. Après, c'est du fignolage. Je dis toujours que ce qu'on observe, on peut toujours l'améliorer. En tout cas, il faut l'avoir entendu pour le croire. C'est vrai que vous l'entendrez. Il est vendu partout en Europe, en Asie et aux États-Unis. On vient de nous commander 12 000 versions plus petites pour les caisses des supermarchés, des concessions automobiles et des fast-foods pour que la fille qui se trouve à la caisse puisse transmettre la commande en cuisine sans alerter tout le restaurant. Parce que franchement, ça n'intéresse personne. Pour pouvoir installer une télé dans le fond d'un fast-food, et que seuls les gens qui sont assis devant sachent qu'un son sort de la télé.
Comme ça?